à toutes et tous pour cette nouvelle webconférence de Patients en réseau Odyssea et Dis-moi Santé qui, nous l'espérons, vous apportera des informations utiles afin de mieux comprendre les biopsies. Biopsie, examen essentiel dans la prise en charge du cancer au moment initial, et puis nous le verrons avec nos experts dans le parcours de soins, et parfois examen très complexe à décrypter quand on est patient ou proche. D'autant que depuis quelques décennies, les chercheurs et les médecins ont découvert que chaque tumeur est différente de par ses caractéristiques propres, que ce soit au niveau des cellules cancéreuses ou de leur interaction avec leur environnement. Ce sont donc ces anomalies que les biopsies vont permettre aux médecins d'identifier. Et donc, nous, au travers des échanges avec nos experts ce soir, nous allons comprendre pourquoi biopsier, comment et pour qui, et qu'est-ce que ces biopsies nous apprennent sur la tumeur et pour orienter le traitement. Donc, un immense merci aux experts d'avoir accepté d'être parmi nous. Nous accueillons donc ce soir le professeur Astrid Lièvre. Vous êtes gastro-entérologue au CHU de Rennes. Le docteur Didier Debieuvre, vous êtes pneumo-oncologue au CHU de Mulhouse, service de pneumologie que vous dirigez. Vous êtes également vice-président de la Société française de pneumologie de langue française, président du Collège des pneumologues des hôpitaux généraux, et vous êtes également très impliqué dans la recherche clinique en oncologie en tant que membre de l'intergroupe francophone de cancérologie thoracique et de bien d'autres groupes de travail dans lesquels vous êtes impliqué. Professeur Pujol, qui nous avait rejoint, vous êtes oncogénéticien au CHU de Montpellier et vous dirigez la Société française de médecine prédictive et de précision. Les docteurs Salomon et Gauthier de Curie nous rejoindront d'ici quelques instants. En ligne, comme toujours, donc nous avons le docteur Alexis Talbot qui répondra aux questions par écrit. Et à ce sujet, comme à notre habitude, nous vous rappelons que ces webconférences n'ont pas pour vocation d'être des téléconsultations. Et à cet égard, nous ne prendrons donc que des questions d'ordre général. Pour toute question relative à votre santé ou à celle d'un proche, nous vous engageons à vous rapprocher de votre équipe soignante ou de votre médecin traitant et à aller consulter. Laure, tu es là, Laure? Oui, je suis là. Donc, bonsoir. Dans le vif du sujet, toi qui animes 4 réseaux de patients, est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire concernant les biopsies, les questions des patients, leurs ressentis quant à l'attente des résultats? Tout à fait. Donc, bonsoir, bienvenue à tous, donc patientes, patients, proches. En fait, cette idée de conférence, elle fait écho à un très, très grand nombre de questions, mais aussi, elle fait écho à une réalité, je dirais, d'un moment tout à fait particulier pour les personnes qui vont avoir une biopsie. Finalement, il y a 2 grandes situations. Je suis au début d'un parcours diagnostique, je ne sais pas si je suis malade, je ne sais pas ce qui se passe, et souvent c'est la première fois qu'on va passer la porte d'un centre anticancéreux, d'un hôpital, pour une biopsie, un mot qu'on connaît peu, qui finalement fait souvent un peu peur parce qu'on se dit qu'on va aller chercher quelque chose, un petit bout de nous, et de cette quelque chose qui peut être une maladie. Donc, il y a souvent beaucoup d'appréhension et souvent les personnes peuvent être très seules parce qu'on n'a pas encore parlé à ses proches éventuellement de cette possible maladie. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui arrivent comme ça, finalement, j'allais dire, très stressées, avec beaucoup de questions et peu de connaissances sur ce que revêt la biopsie. Et puis, dans les parcours de soins, il peut être amené aujourd'hui à y avoir d'autres biopsies, soit parce que la maladie a évolué vers une forme, par exemple, une forme métastatique. Et donc là, c'est encore une étape très difficile à vivre pour les patients, avec beaucoup d'appréhension. Et aujourd'hui, on comprend bien que ces différentes biopsies, donc aux différents moments du parcours, mais aussi dans leurs différentes techniques, elles vont répondre à énormément de questions. Et finalement, de comprendre ce que vous allez vous chercher, les experts, va nous permettre de mieux comprendre, nous, en tant que patients,
pourquoi il faut attendre, qu'est-ce qu'on va pouvoir comprendre de la situation et finalement orienter les parcours. Donc, très, très grand merci d'être très nombreux avec nous ce soir pour ces questions. Et on va aborder donc à la fois les biopsies en général, mais avec quelques éclairages dans différents cancers différents, de façon à pouvoir éclairer de façon la plus précise possible, certaines situations. Merci beaucoup, Laure. Donc déjà, ce soir, il y a pas mal de mots qui ont été évoqués, oncogénéticien, anatomopathologiste, oncopneumologue, etc. Est-ce que vous pourriez chacun nous expliquer votre rôle dans la prise en charge du cancer, votre interaction avec l'ANAPAT et à quel moment, en fait, la biopsie, pour chacun d'entre vous, va-t-elle être importante dans la prise en charge du patient? Honneur aux femmes, donc professeur Lièvre, pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je parle en tant que gastro-entérologue. Et donc, la biopsie, ça va être un moment, une étape importante, bien évidemment, au début de la maladie pour pouvoir faire le diagnostic. Donc, c'est essentiellement là qu'on va concentrer nos efforts. Et après, au cours du suivi, on en reparlera au cours de cette émission, mais on peut être amené effectivement à refaire des biopsies dans certaines situations, mais probablement qu'en pathologie, oncologie digestive, on est moins amené pour l'instant à rebiopsier les patients en cours de maladie par rapport à d'autres spécialités d'organes d'oncologie. Donc en fait, la biopsie, ça va être vraiment au moment du diagnostic. Parfois, justement pour faire le diagnostic et distinguer une pathologie qui n'est pas réellement tumorale invasive et qui peut n'être que précancéreuse, par exemple, ou d'une autre nature. Parce qu'il faut savoir que parfois, il y a des lésions qui sont pas du tout cancéreuses, qui peuvent être inflammatoires, d'autres natures, mais qui peuvent prendre la forme d'une tumeur. Donc, c'est une étape importante de bien assurer le diagnostic pour pouvoir ensuite orienter le traitement. Mais bon, on va en reparler tout à l'heure. Donc, moi, j'interviens en tant que gastro-entérologue, bien sûr, sur des examens d'endoscopie digestive, on y reviendra, qui sont une grande part des moyens qui nous permettent de faire des biopsies diagnostiques en cancérologie. Merci infiniment. Docteur de Bieuvre, alors quand on est pneumo-onco, à quel moment la biopsie est-elle importante? Alors, comme pour la gastro-entérologie, la biopsie, elle est importante, elle est primordiale au moment du diagnostic. C'est elle qui porte le diagnostic, en fait. Parce qu'on peut avoir des examens d'imagerie qui montrent des images qu'on appelle d'allure tumorale, mais qui ne sont pas forcément des cancers. Et on se fait parfois piéger, effectivement, sur des images. Donc, il ne faut pas uniquement s'arrêter à l'imagerie et dire c'est un cancer, il faut faire des prélèvements et affirmer effectivement le diagnostic du cancer. Donc la biopsie au diagnostic, elle est primordiale. C'est elle qui va permettre d'affirmer le diagnostic et ensuite d'orienter le traitement parce que le traitement dépend de l'histologie, dépend du type de cancer et dépend d'autres recherches qu'on détaillera par la suite. Donc il faut adapter le traitement à chaque patient, à chaque cancer. Après, nous, en cancérologie thoracique, c'est vrai que dans certains cas, et on verra plus tard dans quel cas, on peut être amené à rebiopsier. Rebiopsier, pourquoi? Parce que en fonction du traitement, il peut y avoir des modifications dans le statut de la tumeur, dans le type tumoral, et il est parfois important de refaire ces biopsies pour adapter le traitement, pour changer le traitement et pour mettre le traitement le plus approprié pour chaque patient. Donc, biopsie initiale, pré-biopsie dans certains cas, c'est effectivement l'examen majeur. La difficulté, parfois, c'est l'abord de la tumeur. Parce que dans le cancer bronchique, comme pour les cancers digestifs, on fait habituellement des endoscopies bronchiques. Et on essaye de faire des prélèvements dans la bronche. Mais là, le cancer, dans le poumon, il n'est pas forcément accessible dans la bronche. Donc, on a recours à d'autres modes de biopsie que la biopsie par voie endoscopique dans certains cas.
On peut faire des ponctions transpariétales sous contrôle scanographique, on peut faire des ponctions pleurales parce que l'enveloppe qui est autour du poumon, la plèvre, peut être atteinte, il peut y avoir donc une pleurésie, et à partir de cette pleurésie, on peut faire un diagnostic de cancer dans certains cas. Alors, on détaillera plus tard, mais c'est vrai qu'il y a, en dehors de l'endoscopie bronchique, il y a d'autres abords potentiels, utiles et nécessaires pour faire le diagnostic. Merci. Donc, cette biopsie, si je comprends bien, elle est réalisée par l'oncologue ou le spécialiste d'organes, et puis après, elle est amenée soit à l'anatomopathologiste, soit à vous, Monsieur Pujol. Est-ce que vous, à quel moment la biopsie intervient dans votre prise en charge? Bonsoir à toutes et à tous. Le généticien, c'est un clinicien. Enfin, il y a deux types de généticiens. Il y a des généticiens qui sont plutôt sur un versant moléculaire, et puis il y a des généticiens comme moi, en fait, qui suivent avec les patients et les patientes. La biopsie a deux objectifs. La biopsie sur la tumeur peut rechercher des anomalies génétiques dans des cadres aujourd'hui particuliers, mais de plus en plus fréquents. Les cancers de la femme, du sein, de l'ovaire, aujourd'hui peuvent faire l'objet de ces analyses génétiques sur le prélèvement biopsique. Et puis, il y a un autre type de prélèvement biopsique, c'est la biopsie du sang, hein, parce que dans le sang, on a de l'ADN. On a de l'ADN qui nous constitue, alors on peut rechercher des facteurs de prédisposition génétique qui parfois servent au dépistage, mais on le verra parfois au traitement. Et puis la dernière nouveauté, et je sais que les oncopneumos, ils sont déjà très attachés puisqu'ils peuvent l'utiliser. On est capable de détecter dans le sang l'ADN de la tumeur. On appelle ça la biopsie liquide. Et donc, mais c'est toujours cette information génétique que l'on recherche, soit sur la tumeur par la biopsie du prélèvement tumoral, soit dans le sang en provenance de la tumeur ou bien de façon plus générale. Et la question finalement qu'on va essayer d'adresser, c'est justement, j'ai fait un prélèvement génétique, qu'est-ce que j'en attends? La diapositive, alors en fait, on attend deux choses assez distinctes aujourd'hui de l'information génétique. La première, c'est une information sur le risque familial. C'est-à-dire, c'est un risque un peu particulier dans certaines familles de faire un cancer du sein, parfois de l'ovaire, de faire un cancer du côlon. Et ça, dans certaines familles, on est à même d'identifier la prédisposition et à partir de là, on s'en sert comme un facteur prédictif, comme le traceur du risque familial. C'est ce qu'on appelle un peu pompeusement la médecine prédictive. D'accord ? Mais en fait, donc, on essaie d'avoir le marqueur familial et on s'en sert pour le dépistage. Très bien. L'exemple, c'est BRCA1. Vous connaissez BRCA1, l'histoire de l'actrice américaine, mais une histoire qui est assez courante, hein, puisque une femme sur 200 est porteuse en France d'une anomalie de ce type-là, et un homme sur 200 aussi, d'ailleurs. Le deuxième volet de cette analyse génétique, dans l'utilité, c'est ce qu'on appelle, aussi un peu pompeusement, la médecine personnalisée. Personnalisée parce qu'elle va s'attacher à regarder quelles sont les particularités de la tumeur pour la traiter de façon un peu plus spécifique qu'avec nos traitements conventionnels comme la chimio, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Donc, si vous avez une cible thérapeutique qui est en fait un marqueur génétique de cette tumeur, vous pouvez peut-être y répondre favorablement. Et donc, c'est derrière tout ce qu'on appelle la génétique et la génomique. Voilà, la diapositive suivante, c'était le préambule. Ça, on va aller très vite sur l'ADN. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mis ça. C'était qu'une diapo, vas-y, passe. En fait, l'ADN est contenu, vous le savez, dans les noyaux de notre cellule. C'est un peu le disque dur quand même. Hein. Donc, il y a une information très forte au niveau biologique. Et ce qu'on va rechercher sur la tumeur, c'est ce qui a fait que la cellule est devenue cancéreuse souvent. Et parce que si on trouve cette anomalie génétique, on peut élaborer des stratégies derrière pour contrer ce qui ne va pas dans ces cellules. Diapositive, on va passer très vite, excusez-moi, parce que ce n'était pas... Bon, il y a plusieurs noms, on s'en moque. Diapositive suivante.
ça va aller très vite. Et ça, par contre, c'est assez nouveau. Les pneumo-oncologues le savent bien parce que, assez étonnamment, c'est dans ce cancer qu'on a fait les plus grands progrès, à mon avis, dans l'analyse génétique et dans l'actionnabilité. Je dis étonnamment parce qu'il y avait d'autres cancers sur lesquels il y avait beaucoup de recherches, mais c'est bien dans le poumon qu'on a compris que certaines anomalies génétiques reflétaient vraiment la cause et qu'on a pu élaborer des thérapeutiques aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse génétique aujourd'hui, on peut un peu la désacraliser quand même. Cette analyse génétique, elle est devenue quasiment de routine. On a des outils qui ont décuplé nos capacités à le faire. Parallèlement, on a des coûts qui ont diminué, de sorte que aujourd'hui, où on est à l'utilisation thérapeutique, on a aussi les marqueurs diagnostiques qui deviennent accessibles. Diapositive suivante. Donc ça, c'était vraiment le message peut-être important. Dans la génétique, on attend deux choses. Celle qui peut nous indiquer un risque familial, c'est-à-dire ces cas où le cancer se transmet. Ce n'est pas le cancer qui se transmet, c'est la prédisposition. Hein. Mais c'est dans ces familles où il y a des agrégations de cancer. Mais si vous identifiez la prédisposition, ce n'est pas gratuit, hein, ce n'est pas pour faire un diagnostic, c'est parce que si vous pouvez l'identifier, à partir de là, vous avez le traceur du risque familial. Et vous savez si votre fille, votre sœur a un risque de cancer du sein. Et nous, ça nous permet de déployer des stratégies tout à fait sécurisantes. C'est le dépistage avec l'IRM, c'est la coloscopie pour les cancers du côlon, etc., etc. Donc, vous voyez, derrière, on déploie la prévention et le traitement. Et puis, l'autre côté, c'est vraiment l'utilisation thérapeutique. Alors, ce n'est pas que le tumoral, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand c'est tumoral, ça ne se transmet pas. Dans la majorité des cas, parce qu'il y a des exceptions là aussi, on peut avoir les deux parfois. La mutation tumorale est constitutionnelle. Bon, mais enfin, la plupart du temps, la mutation tumorale ne se transmet pas. Elle va nous permettre d'adapter le traitement. Et puis, bon, on a aussi aujourd'hui de la génétique et des informations parfois sur le pronostic plus ou moins favorable. Et ça peut être intéressant aussi. Diapositive suivante, j'en ai presque fini. Ça, c'est quand même en préambule, mais peut-être que ça sera repris après. C'est quoi une thérapie ciblée? C'est facile, hein, c'est ça. Vous allez voir la diapositive suivante. C'est pour moi quand même, sans forfanterie, les plus grands progrès de la cancérologie des 20 dernières années. Hein. Regardez le pronostic d'une leucémie. Je suis désolé pour ces courbes, hein, vous n'en aurez pas d'autres. Ce qu'on appelle des courbes de survie. C'est-à-dire que plus vous allez vers le bas, moins il y a de guérison. C'était la leucémie myéloïde chronique avant les années 80. Je ne sais pas si vous voyez mon marqueur, peut-être pas. Le pronostic était vraiment pas bon. On avait moins de 10% des personnes en survie à 10 ans. Regardez aujourd'hui, 2018, c'est le contraire. On a 95% des personnes qui sont là par une thérapie ciblée. C'est d'ailleurs une des premières historiquement. Hein. Donc, un succès absolu. Je vous passe sur les détails. On a compris qu'il y avait une anomalie génétique. On a développé une thérapeutique et on est arrivé véritablement à nos fins. Autre exemple, un petit clic, c'est le cancer du sein. Pour les dames qui ont eu un cancer du sein, elles le savent, on leur a fait un certain nombre de marqueurs. La diapo, s'il te plaît, Laure ou Oriane. Voilà. Et malheureusement, dans certains cancers, on avait reconnu un marqueur d'agressivité, HER2. 20% des femmes ont ça. Et le pronostic était vraiment pas bon, c'est ce qui est en rouge. Eh bien, on a pu développer depuis les années 2000 des traitements successifs qui vont contrer cette anomalie et on a gommé le mauvais pronostic qui était lié à ce marqueur génétique sur la tumeur. Et enfin, dernier élément, un petit clic. Le dernier élément de cette génétique, c'est ça, c'est le cancer de l'ovaire, un cancer qui est assez redoutable, comme vous le savez. Là, ce sont des stades avancés. Mais en bleu, c'est ce qu'apporte le médicament.
C'est-à-dire qu'on a 75 à 80% aujourd'hui de rémission avec ces nouveaux médicaments, ce qui est absolument une avancée extraordinairement significative. Voilà. Je pèse mes mots, hein, je suis bien sûr convaincu par la génétique, mais ça, ce sont des faits, c'est des observations cliniques. Diapo, c'est la dernière diapo. Et je finis par ça. Quand est-ce qu'un test est indiqué? On vient de voir des raisons thérapeutiques, on ne va pas décliner, mais ce qu'on vient de voir pour l'ovaire, on l'a, figurez-vous, pour le sein. On l'a aujourd'hui pour l'homme aussi, pour la prostate et pour le cancer du pancréas. On peut se servir de l'information BRCA pour mieux traiter aussi les personnes. Je veux finir avec le dernier élément, la raison familiale. Bien sûr, on ne va pas aller là-dedans. Et donc, j'ai fini pour les diapos, mais peut-être que certains d'entre vous se posent la question de dire « mais moi, ma tante a eu un cancer du sein, ma grand-mère a eu un cancer du sein, est-ce que je ne relève pas d'une indication ?» Aujourd'hui, ces indications familiales sont codifiées. On vient avec un groupe d'experts européens d'actualiser toutes ces indications. Il y a des indications très fortes que vous avez là. J'ai eu un cancer du sein à moins de 40 ans, cancer du sein bilatéral, un cancer du sein triple négatif, en fait un cancer du sein un peu particulier, ou je suis un homme avec un cancer du sein, d'accord? Ou bien encore, j'ai une famille avec 3 cancers du sein. J'ai une famille où la mutation est connue, évidemment. Et enfin, pour finir, des indications aujourd'hui nouvelles thérapeutiques. Tout cancer de l'ovaire, recherche de mutation. Un cancer métastatique du sein hormonorésistant, c'est une indication. Un cancer de la prostate, et ça a 15 jours, hormonorésistant, c'est une indication d'analyse génétique BRCA. Un cancer du pancréas. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Pujol. Alors, donc pour j'allais dire résumer finalement, dans cette biopsie, on peut être amené dès le départ à faire une analyse génétique ou ça peut être à distance. C'est quand même 2 choses potentiellement différentes. Et dans la recherche génétique, finalement, il y a ces deux grands mondes. Le monde finalement de l'histoire familiale qu'on va rechercher, on va pouvoir accompagner les familles soit en prévention, soit en précisant, on va dire, le mieux possible, donc les situations à la fois des patientes, mais aussi ou des patients et leurs familles. Et puis donc, ce qui est assez nouveau et ce qui bouleverse finalement aussi le fait qu'on en entende beaucoup plus parler, c'est effectivement qu'avec certaines de ces analyses, on va pouvoir proposer des thérapeutiques nouvelles avec notamment ces thérapies ciblées. Du coup, on se pose, donc comme vous l'avez dit, on connaît assez bien les mutations BRCA qui sont impliquées dans les cancers du sein et de l'ovaire, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations par rapport au cancer du côlon, au cancer du poumon, c'est-à-dire que il y a des grandes différences en fonction des organes. Est-ce que en gros, est-ce que est-ce qu'il y aura des progrès dans toutes les maladies? Il y en a dans tous, et tous les cancers que tu as cités, Laure, sont des cancers pour lesquels une analyse génétique est faite systématiquement. On le sait passer. Le cancer du poumon, on va nous le dire, le cancer du poumon, il y a aujourd'hui 5 marqueurs qui sont indispensables à la bonne prise en charge des patients. Dans le cancer du côlon, c'est également le cas. On a des marqueurs génétiques qui vont nous indiquer la sensibilité à des thérapies ciblées et même au-delà, la sensibilité à la chimiothérapie conventionnelle. Donc, il faut savoir que à peu près tous les cancers aujourd'hui font l'objet d'analyse génétique. Pour certains, on a plus avancé dans la génétique dite somatique, c'est le cas du cancer du côlon. Parfois, la génétique dite familiale est assez avancée. C'est le cas du cancer de l'ovaire, par exemple, pour lequel on est capable de détecter presque 20 à 25% de marqueurs familiaux. Mais ça va dépendre du cancer. Mais pour tous les cancers, pour répondre à ta question, là, tous les cancers aujourd'hui, les grands cancers,
font l'objet d'une analyse génétique. Et finalement, on a peut-être omis une question, je dirais, de départ, c'est est-ce que la biopsie est toujours indiquée pour prendre en charge un cancer? Oui, parce que je ne vais pas parler pour Anne, parce qu'elle apporte des renseignements indispensables pour le typage. Tout n'est pas contenu dans l'information génétique. Il n'y a pas tout dans la génétique, d'ailleurs. Quand on a toujours peur que les données aillent à droite, à gauche, il n'y a pas grand-chose au fond. Par contre, il y a parfois des signatures de l'agressivité de la tumeur. Ces données ne sont pas superposables aux autres données de la biologie. C'est vrai pour la NAPAT, tout particulièrement parce que la NAPAT a d'autres moyens d'investigation des types tumoraux avec la biochimie, avec un tas de choses, avec les yeux. Ça marche toujours de pouvoir classer les tumeurs en fonction des mitoses, tout ça. Et donc, il ne faut pas voir la génétique comme quelque chose qui va... c'est quelque chose qui vient apporter de la précision, notamment au niveau thérapeutique, et en complément avec ce qu'on a déjà. Moi, j'ai une question, professeur Pujol. Vous avez parlé de médecine prédictive et on a pas mal de questions sur le fil et on avait eu des questions en amont aussi. Très pratique. Je suis dans une famille avec une prédisposition génétique à développer un cancer. J'ai des enfants en pratique. À quel âge je les fais tester? Est-ce que je les fais tester? Et une fois qu'on sait, quel est le suivi? Est-ce qu'il y a de la prévention à faire, etc. Merci, Oriane. C'est une question très importante qui a bien sûr animé beaucoup de questionnements éthiques. La réponse est la suivante, et c'est très clair aujourd'hui en France comme ailleurs. Deux possibilités. La prédisposition peut toucher les enfants. Bon, alors moi j'ai une consultation donc aux pédiatries sur la génétique. Certaines tumeurs assez rares, heureusement, rétinoblastome, touchent l'enfant. C'est clair que là, cette prédisposition génétique, si on veut dépister et prévenir, il faut avoir cette information. Et donc, c'est un cas particulier où on va proposer des tests avant la majorité. Mais pour toutes les grandes prédispositions en termes de fréquence, cancer du sein et cancer du côlon, ce sont les deux plus fréquentes. Ces deux prédispositions, c'est 80% de toutes les prédispositions génétiques connues aujourd'hui au cancer. Par chance, ces prédispositions épargnent totalement l'enfant. Donc, le risque commence à partir de 20-25 ans. Donc, c'est très logique de ne pas tester les personnes avant leur majorité. Et moi, je rajouterais même avant leur maturité. Parce que des fois, ce n'est pas tout à fait pareil. Et on peut avoir à 18 ans des jeunes gens en construction. Et ce n'est peut-être pas le moment qu'ils viennent s'encombrer avec ces problématiques. Hein. Et donc, voilà, jamais, pour répondre à ta question, Oriane, jamais les enfants, quand ils ne sont pas concernés par le risque. Là, c'est à l'âge adulte avec une certaine modulation encore, parce que, évidemment, si ça peut être un peu anxiogène, cette histoire, et on ne voit pas pourquoi on aurait d'un côté un stress et de l'autre côté, on n'aurait pas d'adossement à une sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'aurait pas de sens. Voilà, j'espère que ça répond. Parfait. Écoutez, Laure, est-ce que tu as une question? Alors, écoute, je pense qu'on a quand même fait un bon... On aura d'autres questions, peut-être qu'on reprendra à la fin. On va pouvoir peut-être passer donc aux biopsies de prélèvement, reprendre, on va dire, le parcours un peu classique des patients dans leur découverte, on va dire, de la maladie et les différentes étapes, les questions qui peuvent se poser. On a donc Anne-Vincent Salomon et Paul Cotu qui sont en train de nous rejoindre. Et on va peut-être tourner juste pour vous prévenir de façon à ce que les différents orateurs puissent intervenir. Et donc, on va passer donc dans la pratique aux procédures de prélèvement. Donc, en préambule, ce que je disais un petit peu déjà tout à l'heure, et ce qui n'est pas spécifique forcément de l'oncologie digestive, c'est que la biopsie, elle est primordiale
D'abord, pour faire le diagnostic de malignité, et donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir un aspect pseudo-tumoral sur des lésions bénignes qui n'ont absolument rien à voir, qui peuvent être d'origine infectieuse, inflammatoire ou seulement finalement précancéreuse. Donc ça, c'est le point primordial pour ne pas passer à côté d'une autre pathologie qui se traite complètement différemment, qui n'a pas du tout le même pronostic. Comme le disait le docteur Pujol aussi tout à l'heure, le type histologique de la tumeur, on va parler tout à l'heure de biologie moléculaire, mais le type histologique déjà de base de la tumeur est indispensable. Et juste pour prendre un exemple, par exemple, au niveau du pancréas, une tumeur du pancréas peut correspondre à un adénocarcinome du pancréas ou à une tumeur neuroendocrine qui ont vraiment des pronostics complètement différents et des traitements, des prises en charge complètement différentes. Donc, au sein d'un même organe, finalement, et avec un aspect tumoral en imagerie, finalement, on a besoin de savoir quelle est la nature histologique de la tumeur qui va conférer un pronostic et une prise en charge particulière. Et puis après, le troisième volet, donc, dont on a déjà beaucoup parlé, qui est donc le profil moléculaire de la tumeur. Donc, de plus en plus, c'est pas vrai pour tous les cancers encore, notamment digestifs, mais pour de plus en plus de cancers, on va avoir besoin du profil moléculaire de la tumeur, de rechercher des mutations, des expressions de certaines cibles au niveau protéique, et ça va avoir un impact à la fois donc thérapeutique, avec des altérations qui vont être des altérations de résistance ou de sensibilité à des traitements, que ce soit des thérapies ciblées ou éventuellement à d'autres traitements type immunothérapie. Et ça peut avoir aussi un impact pronostic propre, avec du coup une stratégie thérapeutique qui peut être modifiée en fonction de certaines altérations, qui vont pas être forcément des altérations de résistance ou de sensibilité à des traitements, mais qui vont avoir un impact pronostic éventuellement particulier, défavorable, et pour lesquels on va aller vers une stratégie plus intensive, par exemple, que dans d'autres situations. Et puis ça a été également dit, les mutations au niveau de la tumeur peuvent être le reflet d'altérations génétique familiale, et donc l'exemple typique dans le cancer colorectal, mais pas que d'ailleurs, dans d'autres types de cancers digestifs, c'est le cas de l'instabilité des microsatellites qui, lorsqu'elle est absente, élimine un syndrome de prédisposition qu'on appelle le syndrome de Lynch, et qui en cas de présence peut orienter fortement, même si c'est pas complètement caractéristique de la présence de cette prédisposition génétique. Donc voilà vraiment les trois grands pans, je dirais, de l'intérêt d'une biopsie pour nous en cancérologie, mais de façon plus globale aussi dans d'autres types de tumeurs. Alors ensuite, pour aller plus dans le détail, je vous ai mis quelques exemples des principales types de biopsies qu'on va être amené à faire en cancérologie digestive. Et donc, la grande partie va être des biopsies qui vont être faites lors d'endoscopies digestives, donc que ce soit une fibroscopie gastrique, œsogastrique ou une coloscopie. La coloscopie requérant une anesthésie générale. La plupart des examens vont avoir besoin d'une anesthésie générale. Et donc là, on va faire un examen qui va déjà, sur l'aspect en fait endoscopique, va déjà nous orienter vers la présence d'une lésion maligne, mais ça va être les biopsies réellement qui vont être faites lors de cet examen qui vont permettre de confirmer le diagnostic. Et donc là, il est impératif de faire un grand nombre de biopsies pour avoir le plus de matériel possible. Comme on l'a vu, on va avoir besoin du diagnostic histologique, mais on va avoir besoin aussi de matériel, d'ADN, pour pouvoir rechercher les altérations génétiques nécessaires à la prise en charge. Il y a une forme particulière d'endoscopie qui est l'écho-endoscopie, donc qui est une échographie
vue de l'intérieur, on va dire, par le biais d'une endoscopie et qu'on va utiliser beaucoup pour tout ce qui est tumeur duodéno-pancréatique, donc du pancréas, et donc qui nécessite une anesthésie, qui requiert une expertise, donc c'est pas fait par n'importe quel gastroentérologue, je n'en fais pas par exemple, et cet examen va permettre d'accéder donc à des tumeurs qui sont relativement profondes. Et parfois, on va avoir besoin même de refaire cet examen, ce qui n'est pas toujours contributif, parce que on va faire des biopsies ou même tout simplement des cytoponctions avec très peu de matériel. Et donc, on peut être amené, il faut informer les patients à refaire l'examen, malheureusement, parce qu'une première biopsie peut ne pas apporter les éléments nécessaires au diagnostic. Donc ça, c'est vraiment la grande partie des biopsies qu'on va faire nous-mêmes, gastro-entérologues. Et puis, il y a toutes les biopsies transcutanées qui vont être faites sous contrôle d'imagerie, la plupart du temps faites par des radiologues, mais parfois ça peut être fait par aussi les hépatogastro-entérologues, je pense notamment à la ponction biopsie hépatique. Et donc là, on va intervenir donc par l'extérieur et en fonction de la localisation de la tumeur qu'on veut atteindre, eh bien on fera une biopsie hépatique, une biopsie d'une masse abdominale ou parfois rétropéritonéale ou une biopsie osseuse en fonction de la localisation tumorale. L'idée étant de toujours d'aller vers un examen le plus simple et le moins invasif possible pour le patient. Et donc, par exemple, quand on a découverte d'une tumeur, par exemple pancréatique, mais avec des métastases, par exemple hépatiques, et ben finalement, ce sera plus simple et probablement plus rapide de faire une ponction biopsie d'un des nodules hépatiques qui ne va pas nécessiter l'anesthésie générale, plutôt que d'aller faire la biopsie sous écho-endoscopie, donc sous anesthésie générale, de la tumeur primitive. Donc, quand il y a plusieurs masses tumorales éventuellement biopsiables, il faut toujours privilégier l'accès évidemment le plus simple pour le patient, avec le plus d'innocuité et le plus de chances aussi d'obtenir du matériel et un résultat. Et donc, je finirai simplement par une dernière diapositive un peu pratico-pratique, juste parce que ça intéresse les patients. Qu'est-ce que je risque quand j'ai une biopsie, quand on me fait une biopsie? En fonction du type de biopsie, il y a potentiellement des complications. Premier type de complication, c'est tout ce qui est douleur pour les biopsies transcutanées. Donc, en général, on fait un traitement antalgique. Il peut y avoir aussi une hémorragie interne. C'est très rare lorsqu'on fait une ponction biopsie hépatique. C'est un cas pour 1000 ponctions de biopsie hépatique environ. Et puis, lorsqu'on fait des biopsies sous endoscopie digestive, on peut être amené à faire à provoquer une hémorragie digestive, mais la plupart du temps, comme on est en endoscopie, on va pouvoir faire le geste d'hémostase dans le même temps, donc c'est pas véritablement un problème. La complication la plus importante étant probablement la perforation digestive, mais qui était également exceptionnelle et qu'on peut également traiter d'ailleurs endoscopiquement et qui, le cas échéant, peut parfois requérir une chirurgie. Voilà, donc la plupart du temps, ces examens sont faits avec des précautions, mise à jeun, antalgiques, anxiolytiques si besoin, arrêt bien sûr des anticoagulants au préalable. Voilà vraiment pour l'aspect pratico-pratique. Merci beaucoup, professeur Lierre. Je propose qu'on passe la parole donc à Didier Debieuvre pour poursuivre sur ces slides et pouvoir avoir donc un éclairage sur les biopsies dans le cancer du poumon et leur spécificité aussi en termes de prélèvement, d'accès et de technique. Et on accueillera bientôt Anne-Vincent Salomon et Paul Cotu qui sont en train de nous rejoindre. Je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses complémentaires à ce qu'a dit Astrid hier, parce qu'en fait, on partage pour les examens endoscopiques les mêmes problématiques. La même importance, effectivement, de faire le prélèvement biopsique et d'avoir une histologie, parce que l'histologie, en plus de la génétique, en plus de la biologie moléculaire, est importante pour guider le traitement. La difficulté
difficulté, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que parfois, on n'a pas accès non plus au cancer, à la tumeur dans la bronche, et donc l'endoscopie bronchique n'est pas contributive. Et parfois également, et on prévient toujours le patient, on peut effectivement voir la lésion dans la bronche, faire des prélèvements, mais le prélèvement, ce sont quand même des petits prélèvements millimétriques, peuvent ne pas être contributifs à ce qu'il y a de la vie, et on peut être amené à refaire des examens. Alors, c'est jamais un plaisir que de refaire un examen d'endoscopie bronchique à un patient, mais il est toujours prévu de cette possibilité, effectivement, pour avoir un diagnostic, parce que, oui, on peut aussi être confronté à des lésions qui miment un cancer, mais qui ne sont pas forcément un cancer, et l'histologie est encore une fois primordial pour adapter le traitement. Et puis, quand on ne peut pas effectivement avoir accès dans la bronche, on a d'autres voies de prélèvement. Alors, des ponctions effectivement transpariétales sous contrôle d'imagerie, échographie ou scanner. Mais on a aussi, nous, la volonté d'aborder le cancer de la manière la moins invasive possible et la moins risquée. Parce que parfois, effectivement, on n'a pas accès au cancer dans la bronche. On voit bien l'image, effectivement, sur le scanner, mais parce que le patient a une pathologie respiratoire, parce qu'il peut être insuffisant respiratoire, il y a des risques de complications en faisant un prélèvement par voie transcutanée sous contrôle d'imagerie, et donc d'avoir un pneumothorax, une détresse respiratoire aiguë, et on peut parfois contre-indiquer cet examen, et donc ça nécessite d'aborder le cancer par d'autres voies. Alors le foie est parfois effectivement un bon moyen. S'il y a des lésions au niveau du foie, c'est parfois moins risqué, plus sécurisant de faire un prélèvement sous contrôle d'imagerie au niveau du foie qu'au niveau du poumon. Et puis dans de rares cas, mais ça peut arriver, finalement on a la lésion dans le poumon, l'abord est très compliqué, très risqué, et on ne veut pas effectivement courir le risque d'avoir une complication chez le patient qui pourrait ne pas supporter effectivement cette complication d'hémorragie ou de décollement du poumon avec une détresse respiratoire aiguë. Et alors on a, le professeur Pujol en a parlé, on a la possibilité de faire de la biopsie liquide. Alors ça peut parfois effectivement rendre service, mais ça donne une signature génétique. Ça ne donne pas une histologie. Mais parfois, effectivement, ça peut être un moyen d'aborder le diagnostic et d'envisager un traitement. Et puis, dans de très rares cas, effectivement, on est confronté à une situation où vraiment on n'arrive pas à avoir la signature histologique et parfois on peut être amené sur des lésions très localisées, pulmonaires, non accessibles, mais avec de forts arguments pour une pathologie tumorale, à proposer des traitements localisés sans diagnostic, mais c'est vraiment l'exception. Il faut toujours s'évertuer à avoir un diagnostic histologique et après, effectivement, avoir une recherche de biologie moléculaire. Dans la prise en charge du cancer bronchique, on ne peut plus à l'heure actuelle proposer un traitement sans avoir le maximum pour avoir une analyse génétique, une analyse de biologie moléculaire pour adapter le traitement et faire effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure, un traitement personnalisé. Alors, moi, j'ai une remarque à faire, une contribution et une question à vous poser, docteur Devieux. La première, on appréhende toujours un peu ce qu'on ne connaît pas et je sais que dans votre service, vous avez fait de très bonnes vidéos sur l'examen endoscopique en vue de prélever des biopsies. Donc, on va mettre le lien pour les gens qui souhaiteraient avoir des informations sur le déroulé de ces examens. Comme ça, au moins, ils auront des informations et pourront être certainement rassurés. Et la deuxième chose, quand on ne peut pas biopsier, vous venez d'en parler, est-ce que les biopsies liquides peuvent être des alternatives dans ces cas-là? Oui, alors effectivement, nous avons
créé un site internet dans le service où on a mis des vidéos qui montrent la réalisation des différents examens pneumologiques, et en particulier l'endoscopie bronchique, mais pas que. Il y a la ponction transpariétale, il y a la ponction pleurale. L'idée, c'était de dédramatiser un petit peu ces actes qui peuvent paraître un peu barbares parfois, faire peur. Et c'est vrai que je conviens parfaitement qu'on ne va pas aller faire un examen d'endoscopie bronchique avec plaisir. Et donc, il y a une appréhension. Le fait de voir ces vidéos au préalable peut peut-être effectivement rassurer les gens. Alors, oui, il y a des alternatives quand on ne peut pas avoir l'histologie. La biopsie liquide est une alternative potentielle. C'est-à-dire qu'on peut effectivement rechercher une signature génétique qui, quand elle est présente, quand on a effectivement une mutation qui est accessible à une thérapie ciblée, ben, j'allais dire c'est jackpot, parce que ça permet d'une part d'affirmer le diagnostic de cancer et même quasiment l'histologie, à peu près, mais ça permet aussi, avec cette mutation, de proposer une thérapie ciblée, donc un traitement potentiellement très efficace, comme l'a montré Pascal Pujol, quand on voit les différences d'efficacité pour certains cancers entre les traitements classiques de chimiothérapie et les thérapies ciblées, c'est vrai que pouvoir proposer une thérapie ciblée aux patients, c'est une vraie chance. Merci beaucoup. Alors, si vous permettez, on va passer au sein maintenant, et surtout qu'on a la chance d'avoir le docteur Anne-Vincent Salomon. Docteur Anne-Vincent Salomon, vous êtes anatomopathologiste et chef de pôle de médecine diagnostique et théranostique à l'Institut Curie. Merci de nous avoir rejoints. Donc, Monsieur Cotu, vous êtes oncologue médical, spécialiste en scénologie, et vous êtes directeur adjoint du département, si je ne me trompe pas. Bienvenue et merci. Donc, on a vu le prélèvement dans les différentes indications. Là, on va voir l'acheminement et tout ce qui est technicage. Oui, merci beaucoup, Oriane. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Tout à fait. Parfait. Donc, on va donc vous proposer avec Anne-Vincent Salomon un petit exposé à deux voix, en fait, autour du cancer du sein, avec bien sûr des éléments tout à fait superposables à ce qui a déjà été évoqué, puisqu'il y a des problématiques parfaitement transversales et communes entre les différentes pathologies malignes, qui tournent autour du diagnostic, qui est un élément essentiel, et au-delà du diagnostic, bien sûr, d'appréciation pronostique et de guidage thérapeutique. Donc, pour mettre ces éléments-là dans le cadre du cancer du sein, il faut comprendre, et ce qui est vrai de toute façon dans tous les cancers, finalement, quand on a une suspicion de maladie tumorale ou une maladie tumorale déjà connue, le prélèvement, la biopsie, c'est-à-dire la documentation d'un élément tissulaire, de tissu malade, autrement dit, essentiel pour s'assurer de deux choses, qui sont premièrement, est-ce bien un cancer, ce qu'a très bien rappelé Astrid tout à l'heure, et il y a des faux positifs, il y a des situations cliniques qui peuvent en imposer, y compris dans le sein, pour des lésions cancéreuses, alors qu'elles ne le sont pas du tout, parfois cliniquement très spectaculaires, mais c'est pas forcément un cancer. Donc la première question, la biopsie, donc on enlève un morceau de tissu, et on va vous l'illustrer, doit répondre à la question, est-ce que c'est un cancer? Et au-delà, bien sûr, et Anne va vous l'illustrer aussi, de quel type de cancer il s'agit. Et c'est essentiel pour comprendre la maladie et les traitements qu'il va falloir proposer à la patiente qui est devant nous. Et puis en cancérologie, où malheureusement le développement de métastases est un événement qui existe, le deuxième aspect, et qui est de plus en plus souvent indiqué aussi bien pour faire un diagnostic que également guider éventuellement la thérapeutique, c'est la biopsie de métastases, c'est-à-dire de localisation tissulaire anormale qui peuvent se situer dans d'à peu près tous les organes du corps. Vous avez là deux exemples et on en verra d'autres, comme par exemple au niveau osseux, en bas, c'est une radio du bassin, ou dans le poumon, par exemple, comme vous voyez sur l'image du haut. Alors, je ne sais pas comment je passe. Là, vous pouvez diapositive passer les suivante. slides en cliquant. Voilà, ah, oui, merci beaucoup. Voilà. Parfait, merci mille fois. Donc, premièrement, comment on fait une biopsie du sein? Il y a plusieurs techniques. On distingue, en fait, quand on fait un prélèvement dans le sein, on distingue trois types de prélèvements possibles. Il y a la cytologie, qui est un prélèvement fait avec une aiguille très fine
et qui a pour objet de recueillir quelques cellules, parfois un petit peu de liquide, qui peut être un bon élément d'orientation, mais qui ne suffit pas à assurer un diagnostic de qualité. Deuxièmement, il y a le prélèvement le plus fréquent, et c'est dont le principe est illustré ici, et vous verrez des photos plus détaillées, qui est la microbiopsie, c'est-à-dire qu'on utilise une aiguille qui est un petit peu plus large, on fait en général une anesthésie locale, et vous le voyez sur le schéma, on se repère avec l'aide d'une sonde d'échographie, la plupart du temps, pour s'assurer que l'aiguille va aller au contact de la zone qui est suspecte. Et puis enfin, on peut faire ce qu'on appelle des macrobiopsies, donc macro, autrement dit, plus grand, on prélève un élément tissulaire qui est plus volumineux, et les indications sont posées en général en fonction de l'aspect clinique et de l'aspect radiologique, et qui orientent la technique qu'on devra utiliser pour faire ce prélèvement dans le sein. Et souvent, ces macrobiopsies sont assistées par le vide, c'est-à-dire qu'il y a un petit système où l'aiguille qui est encore un peu plus large est reliée à une pompe à vide et qui permet d'aspirer le tissu ou la région tissulaire qui est malade et d'être certain que ce qui est prélevé est bien ce qu'on veut retirer et qui permet d'enlever une zone un peu plus importante. Donc, diapositive suivante. Alors voilà une illustration parmi d'autres de la réalisation pratique d'une biopsie du sein. C'est un vrai geste qui nécessite d'être habillé correctement, des conditions de propreté et d'asepsie absolument rigoureuses. On peut être amené à faire une petite incision dans le sein, bien sûr après anesthésie. Vous voyez, on injecte d'abord un produit anesthésiant et puis ensuite on fait une petite incision pour permettre un passage facile et non douloureux de l'aiguille de prélèvement. On se guide par l'échographie et les images du bas sont, vous voyez, à la fois les images de repérage d'une tumeur avec une zone qui est noire, vous voyez, marquée par une étoile, qui est la zone donc, qui n'est pas normale. Et vous voyez progressivement arriver au contact de cette zone-là, un trait blanc, en fait, qui est la vision en échographie de l'aiguille, et donc qui est la preuve que l'aiguille va au contact, voire même à l'intérieur de la zone pathologique, et qu'à ce moment-là, on pourra réaliser le prélèvement. Et donc le prélèvement, une fois qu'il est fait, c'est ce qui est indiqué dans la partie droite de la diapositive, vous observez qu'il est en général mis dans ce qu'on appelle un milieu de conservation qui permet d'acheminer tranquillement le prélèvement laboratoire de manière à ce qu'il ne soit pas altéré et qu'il garde toutes ses qualités diagnostiques pour pouvoir ensuite être analysé par mes collègues anatomopathologistes. Suivant. Autre possibilité, et je vous ai mis plusieurs exemples pour que vous puissiez vous représenter ce que sont les autres biopsies qu'on peut être amené à faire en cancérologie, mammaire comme les autres. Donc, je vous ai reproposé de voir l'image du bassin qu'on voyait au début. Donc, c'est un bassin en coupe transversale, c'est-à-dire qu'on est allongé sur une table de scanner, et ce qui est trop blanc, c'est l'os. Le noir, c'est les tissus mous, ça ne nous intéresse pas ici. Ce qu'on voit dans la zone qui est cerclée de vert, c'est une zone de l'os, vous voyez, qui a un aspect un peu différent du reste, et cet aspect est différent parce que, vraisemblablement, se situe à cet endroit une métastase du cancer en question. Et donc, ainsi guidé par le scanner, on peut mettre en place une aiguille, dont, bon, merci, dont le positionnement est assuré en temps réel, guidé par l'imagerie. Donc, on s'assure qu'on est bien dans la zone qui est pathologique, avec d'ailleurs en particulier pour l'os, souvent un double intérêt, qui est à la fois un intérêt de biopsie et éventuellement d'injection de produits thérapeutiques qu'on peut faire directement dans la zone malade. Suivant. Ici, vous voyez une biopsie pleurale, en fait, une petite zone de la plèvre, donc qui est la région qui entoure le poumon qui est malade. Dans la partie gauche, vous voyez la mise en place d'une grille, qui est mise, donc la patiente ou le patient est mis sur le ventre. Et puisqu'il s'agit là de biopsier quelque chose qui est dans le dos finalement, donc on met les gens sur le ventre, sur une table de scanner, on met une grille de repérage pour s'assurer avec précision de l'endroit où on va guider l'aiguille, et vous voyez sur la partie droite une aiguille similaire à ce qu'on a vu il y a un instant pour l'os, et donc on utilise ces techniques dans à peu près toutes les localisations possibles. Et suivant, on peut aussi faire des biopsies guidées par l'échographie dans d'autres endroits que le sein. Ça, c'est une situation d'évolution ganglionnaire. La zone qui est cerclée en vert et qui est toute blanche, en fait, est hautement pathologique. C'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Vous voyez que de l'autre côté, par symétrie, il n'y a pas cette anomalie-là. On peut retrouver cette zone en échographie et vous retrouvez la zone hétérogène dans l'image d'échographie de droite avec le petit trait fin blanc qui représente l'aiguille et qui, donc là aussi, guidée par l'imagerie, elle va au contact et même au sein, si vous voulez, de cette zone qui est pathologique. Suivant. Voilà, et je passe la parole à Anne pour qui va vous décrire comment on traite les prélèvements et ce qu'on en attend.
Et puis, souvent, on se dit, ah là là, les analyses du pathologiste, on doit attendre les résultats. Et c'est vrai qu'on a parfaitement conscience que ce délai entre le moment où il y a eu la biopsie et le moment où vous revoyez le médecin pour avoir le diagnostic, c'est un moment qui peut être très inquiétant parce qu'il y a l'attente, mais en même temps, c'est un moment où on peut progressivement prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans notre vie. Donc, mais nous, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Les pathologistes, c'est vraiment les médecins des tissus. C'est ceux qui prennent les petits bouts de la tumeur qui ont été biopsiés et on va très soigneusement, suivant des protocoles extrêmement précis, garder le tissu comme il était dans la tumeur de façon à pouvoir analyser au plus précis la maladie et l'agressivité de la tumeur. On a déjà les autres intervenants vous ont parlé de type histologique. Ça va être le premier objectif, c'est de dire s'il s'agit d'une tumeur bénigne ou d'une tumeur maligne. Alors, sur la partie complètement à gauche de l'image, on a de nouveau un échographiste, un radiologue qui fait une biopsie sous échographie. Alors, vous voyez, il y a une espèce de petit bloc avec comme une étoile. En fait, c'est plusieurs biopsies qui ont été mises dans un même bloc de paraffine. Et puis en dessous, c'est une photo d'une pièce opératoire ouverte et l'espèce de forme blanche au centre, c'est la tumeur du sein. Autour, c'est du gras, parce que le tissu du sein, c'est surtout du tissu gras, et la tumeur est au milieu. Alors nous, on va avoir tout un processus de préparation des tissus, et on va le revoir sur d'autres diapos après. On va, à partir des blocs de paraffine, et si on met de la paraffine, c'est pour durcir les tissus, pour les couper les plus finement possible, en coupe de 3 à 4 microns d'épaisseur. Ils vont d'abord être tels que, simplement avec la paraffine, puis ensuite, on va les colorer. Vous voyez, il y a un microscope, en dessous, il y a un scanner de lame, et encore à droite du microscope, on voit des photos de coupes histologiques qu'on regarde sous le microscope. Et pour aller de la biopsie ou de la pièce opératoire jusqu'à la coupe histologique et l'examen sous le microscope, parfois, on cède aussi d'examens moléculaires pour faire le diagnostic, seulement le diagnostic. Et puis, bien sûr, on complète avec des marqueurs théranostiques moléculaires pour les différentes indications de traitement ciblé. Mais tout ce processus, il prend au minimum 48 heures à 72 heures pour une biopsie et facilement 4 jours pour une pièce opératoire. En un appât, la trop grande rapidité ne serait pas synonyme de qualité. Diapositive suivante. Voilà, alors, sous le microscope, on classe les tumeurs et il y a déjà, pour les tumeurs du sein, 2 grandes catégories qui sont vraiment extrêmement importantes. Le carcinome in situ, et ça, c'est la maladie précancéreuse, en fait. C'est la maladie qui se développe dans l'arbre galactophorique, c'est-à-dire dans les canaux du sein, dans ces canaux qui, dans la vie, quand il n'y a pas de cancer, c'est l'arbre galactophorique qui fabrique le lait pendant la lactation et qui sert à déverser la sécrétion du lait vers le mamelon. Eh bien, ce sont les mêmes cellules qui fabriquent le lait qui se transforment en cancer. Mais là, on parle de pré-cancer parce que c'est in situ. Il n'y a aucun contact entre les cellules tumorales et la circulation sanguine. Donc, il n'y a pas de possibilité de développement de métastases. Alors, on classe, nous, les cancers in situ en cancers canalaires. Ceux-là, c'est ceux pour lesquels on va avoir de la chirurgie complétée par de la radiothérapie ensuite. Et puis, le cancer lobulaire in situ, la plupart du temps, on va se contenter de surveiller et de ne pas opérer ou de ne pas irradier. Alors, la biopsie, elle ne présente strictement aucun risque. Là, je vois, il y a une question dans le chat qui me demande si une biopsie augmente le risque ou va accélérer la progression de la tumeur. Absolument pas. En fait, c'est juste un échantillonnage de la tumeur, très propre,
Et on essaye de faire plusieurs biopsies dans plusieurs directions de l'espace. Enfin, le radiologue, ils sont vraiment d'une agilité incroyable pour documenter au mieux la tumeur. Voilà. Alors, on a les cancers in situ et les cancers infiltrants de l'autre. Les cancers infiltrants, dans les maladies du sein, il y en a plus de 25 types différents. Il y en a qui sont extrêmement indolents et puis d'autres qui ont une capacité de se multiplier et éventuellement d'essaimer pour donner des métastases plus grandes. Et donc, tous les enjeux de la classification que fait le pathologiste, c'est d'essayer de trouver la classe, de décrire l'agressivité de la tumeur le plus précisément possible. Suivante. Alors, une fois qu'on a eu la biopsie et le diagnostic, là, je veux bien que vous reveniez, voilà. Une fois qu'on a eu la biopsie, qu'on a posé le diagnostic de cancer in situ de type canalaire, le chirurgien va retirer la zone des microcalcifications. Le pathologiste reçoit la petite pièce opératoire, bien orientée par des fils qui vont nous signifier où est la droite de la gauche, le haut, le bas. Nous, très précieusement, on va photographier cette pièce, la mesurer, la mettre dans le fixateur. Le fixateur, c'est du formol. Et puis, le lendemain, on va faire ce qu'on appelle de la macroscopie fixée. C'est-à-dire qu'on va aller couper toute la pièce, on va l'examiner en entier, cette pièce. Et on va la répartir dans des petites cassettes qui ont le numéro d'identification de la pièce opératoire, qui est un numéro unique. Et cette pièce, cette petite cassette, va être imprégnée et enrobée dans de la paraffine qui va durcir les tissus, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir les couper très fins à 2-3 microns d'épaisseur. Et ensuite, ces coupes tissulaires seront débarrassées de la paraffine, colorées, et on va examiner sous le microscope de quel type de maladie il s'agit. La biopsie avait permis de poser un premier diagnostic et la pièce opératoire, son examen, va donner d'autres niveaux d'information. Ça va permettre de mesurer, par exemple, là, la taille des lésions d'in situ. Suivante. Diapositive sur. Voilà. Ça, c'est la macroscopie fixée pour une tumeur du sein infiltrante. Vous voyez, là, il y a les petites cassettes roses et puis il y a des petits bouts qui sont jaune-vert, parce qu'il y a eu du bleu patenté qui a été mis par le chirurgien pour repérer le ganglion sentinelle. Donc, nous, on le voit. Et puis, ce qui est dans la cassette B, vous voyez la cassette B, il y a un bout de la tumeur qui apparaît ici en blanc, et on retrouve l'autre partie de la tumeur dans la cassette qui est juste en dessous, la cassette E. Et par symétrie, je vous ai fait un petit schéma de ce qu'on voit sous le microscope. Donc, nous, on reconstitue une sorte de puzzle pour voir si le chirurgien a bien tout enlevé. Et peut-être que certains d'entre vous qui êtes avec nous ce soir, vous avez déjà fait l'expérience que le chirurgien vous voit après la chirurgie, il vous confirme bien le diagnostic et puis il vous dit, mais voilà, le problème c'est que sur le bord de ce qu'on a enlevé, il y avait de la maladie in situ. La maladie in situ, elle ne se palpe pas, elle ne se voit pas à l'œil nu, elle ne se voit que sous le microscope. Du coup, nous, les pathologistes, on va dire au chirurgien, voilà, le cancer infiltrant, il est de grade 2, il mesure 12 mm de grand axe et il est associé à de l'in situ que j'ai fait figurer là par le petit rond rose sur la petite cassette C. Et s'il est placé, ce carcinome in situ, sur le bord de l'exérèse chirurgicale, eh bien, le chirurgien doit reprendre le lit d'exérèse pour être sûr qu'il ne reste plus de maladie dans le sein. Suivante. Ça, c'est une photo pour vous expliquer le processus un peu long. Donc, les petites cassettes roses, elles vont passer la nuit dans des machines qui vont les déshydrater et les imprégner de paraffine. Le lendemain, il y a des techniciens qui vont mettre de la paraffine autour du prélèvement pour donner le bloc de paraffine. Et ça, c'est ce qui est si précieux. Ensuite, la technicienne coupe le bloc de paraffine en coupe très fine de quelques microns d'épaisseur. Suivante. Ensuite, on a ça, cette coupe paraffine sur une lame de verre. Suivante. Ensuite, on va la débarrasser de la paraffine et la colorer par de l'hématéine, éosine et du safran, le même qu'on utilise, ce très beau jaune d'or, qui va colorer les tissus. Et donc, on se retrouve avec une lame HES colorée
et qu'on va pouvoir examiner sous le microscope. Suivante. Voilà, grâce au microscope. Et vous voyez, là, le plateau en bois avec toutes les lames microscopiques, ben ça représente un cas d'une patiente, sa pièce de tumorectomie. Nous, le pathologiste, il y passe 2 heures, entre 1 heure et quelquefois 3 heures sur un cas pour reconstituer tout ce puzzle, pour donner tous les éléments du diagnostic, donner le grade, donner la présence ou l'absence d'embole vasculaire, compter les mitoses très soigneusement. Et en fait, pour définir le pronostic de la tumeur et donc permettre à nos collègues cliniciens oncologues d'ajuster le traitement, eh bien, on va mesurer la tumeur avec nos doigts et un double décimètre, macroscopiquement d'abord, puis après sous le microscope. On précise si la tumeur est complètement retirée et donc s'il y a les berges d'exérèse chirurgicales sont saines, comme je le disais tout à l'heure. On va donner le grade histopronostic, le statut des ganglions, la présence d'embole vasculaire. Suivante. Les types histologiques dans les cancers du sein, il y en a plein, comme je le disais. Et la classification, elle progresse tout le temps grâce à l'analyse sous le microscope, l'analyse de marqueurs immunohistochimiques qui vont donner si la tumeur est récepteur aux oestrogènes positive ou négative, s'il y a une expression ou pas d'expression de HER2, et puis on intègre à cela les données moléculaires. Suivante. Alors, juste une question, Anne. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est un embole vasculaire? Alors, est-ce qu'on peut je ne sais pas si c'est sur cette en slide. arrière? Ouais. Est-ce que non, là après, avant. Pardon. Avant, juste avant. Voilà, ne bougez plus. Ici là. Tout en haut, c'est une pièce opératoire ouverte avec pareil le gras qui est jaune puis la tumeur un peu beige au milieu. En dessous, c'est sous le microscope, une travée de cellules carcinomateuses, c'est-à-dire c'est des cellules carcinomateuses qui se mettent en massif. Encore en dessous, c'est un ganglion axillaire qui est le siège d'une métastase ganglionnaire. Et puis tout en bas, il y a des cellules, c'est pas facile à voir, c'est que des formes pour vous mais c'est des cellules tumorales, les emboles vasculaires, c'est des cellules tumorales qui sont dans les vaisseaux. Et en fait, c'est un des arguments qui aide les oncologues médicaux à savoir si oui ou non ils vont donner de la chimiothérapie. Parce que pour comprendre, les cellules tumorales, elles bougent. Nous, on les voit immobiles, bien sûr, mais dans le corps, elles ont cette capacité à bouger. Et elles ont cette capacité à passer dans les vaisseaux, à aller dans les ganglions. Et c'est ces cellules tumorales-là qui pourraient donner des métastases. Et s'il y a des emboles vasculaires, on va avoir plus fréquemment recours à de la chimiothérapie. Suivant. Merci beaucoup. Donc, du coup, je remets là. Voilà. Donc, le grade histopronostic, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un paramètre essentiel pour dire si une tumeur du sein est indolente ou si elle est plus agressive. On mesure sous le microscope. Non, il y avait une photo des emboles à plus fort grandissement. Je veux bien revenir 2 secondes sur le grade. On va mesurer si les cellules tumorales forment des tubes ou pas, s'il y a des noyaux gros ou petits, et s'il y a beaucoup de mitoses. Et la combinaison de ces 3 informations nous donne le grade. Grade 3, c'est une tumeur qui pousse vite. Grade 1, c'est une tumeur indolente. Et dans les grades 2, c'est souvent dans ces situations-là, dans les tumeurs récepteurs aux oestrogènes positifs, que les collègues vont nous demander de faire une signature pronostic génomique. Mais on va y revenir. Suivant. Donc, une photo d'un embole vasculaire à plus fort grandissement. On voit les cellules tumorales dans une espèce de trou. Là, c'est les récepteurs hormonaux. Là, c'est vraiment majeur. C'est une des premières examens. Alors, on a vu nos coupes colorées en hématéinéosine safran. Vous avez vu des couleurs roses et jaunes. Et ensuite, on redemande une technique, qui est une technique moléculaire d'immunohistochimie. On va dire si le cancer, comme à gauche, c'est tout bleu, il n'y a pas de présence de récepteurs aux oestrogènes. La tumeur est dite récepteur aux oestrogènes négatif. À droite, vous voyez de la couleur marron. Ça marque les noyaux en marron. Il y a la présence des récepteurs aux oestrogènes. Suivante. Et puis, on détermine bien sûr le statut d'HER2. RBB2, HER2, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait là?
eh bien, ben voilà, on me demande qu'est-ce que c'est que HER2. HER2 ou RBB2, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qui est très, très fortement exprimée à la surface des cellules tumorales. Et surtout, si il y a eu un événement au cours de la transformation des cellules normales en cellules cancéreuses, il y a eu un événement moléculaire qui est la très grande présence en un très grand nombre de copies du gène HER2. En fait, c'est comme s'il y avait un bug et que les cellules tumorales, quand elles multiplient leurs chromosomes, le gène HER2, il est sur le chromosome 17, et c'est comme s'il y avait une espèce de bug, et ça répétait, et ça répétait, et ça répétait la fabrication du chromosome 17 qui comporte le gène HER2. Du coup, juste pour faire un parallèle, qu'est-ce qu'il y a? Juste pour faire un parallèle, en fait, ce type de surexpression, on va le retrouver dans tous les mécanismes finalement de mutation qui vont permettre les thérapies ciblées. Alors, pas forcément, non. Il se trouve que là, c'est vraiment très particulier. On a des amplifications de quelques rares autres comme ça gènes qui sont comme MET, mais c'est vraiment le seul qui peut être ciblé aussi facilement. La plupart du temps, les mutations, c'est des fautes d'orthographe sur l'ADN, comme a dû vous l'expliquer le professeur Pujol. Et en fait, ces fautes d'orthographe dans la séquence même des chromosomes, elles font en sorte que le gène est très actif et extrêmement super puissant. Ça lui donne des super pouvoirs affreux, des super pouvoirs de mitose, de donner plus d'invasion, donc plus de métastases. HER2, lui, c'est pas une faute d'orthographe, c'est un défaut de construction, c'est un espèce de bug, c'est comme s'il était présent, il est présent en 20, 30, 40 exemplaires au lieu d'être présent à 2 exemplaires. Voilà. Et du coup, nous, attendez, restez encore 2 secondes sur HER2. 2 secondes, pardon. Du coup, sur la photo du milieu, là, vous voyez une glande normale bleue et autour des affreuses cellules tumorales qui surexpriment HER2. Mais le fait qu'elles surexpriment HER2, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même assez génial parce que ça permet de cibler, de les détruire spécifiquement. Et on a de plus en plus d'armes thérapeutiques pour cibler HER2. Donc ça, c'est quand même ça a été un progrès majeur pour les cancers du sein. Et c'est pas toujours à tous les coups on gagne avec notre anticorps. Donc là, c'est une technique que fait l'anapathe, le pathologiste. Mais quelquefois, vous voyez sur la photo de droite, le marquage, il est un peu moins fort. Il est marronasse, un peu moins fort. Et là, il faut aller regarder le gène lui-même. Donc, on reprend 8 jours d'analyse pour aller recouper le bloc et faire une autre technique d'hybridation in situ, là où il y a toutes les photos en bas de la diapo, bleu, rouge, avec des signaux, des petits points rouges et verts. En fait, ces petits points rouges, c'est les signaux du gène HER2. Donc, on le voit en direct. Donc, c'est du moléculaire, mais in situ. On regarde directement. Et c'est encore une fois, ça prend du temps. Donc là, on aura décidé si oui ou non il y avait une positivité d'HER2. Quand on regarde les ganglions, on cherche des petites cellules métastatiques. Alors, elles peuvent être toutes petites, c'est des micrométastases, c'est comme à gauche, ou bien c'est un envahissement macroscopique, ça fait plus de 2 mm, et là, on le voit encore plus facilement. Suivant. Voilà, donc on donne toute une espèce de checklist de toutes les infos que le collègue oncologue et que le collègue chirurgien ont besoin d'avoir sur les comptes rendus pour après aller faire les stratégies de traitement. Type histologique, la taille, le grade histopronostique, l'index mitotique, la présence d'emboles, la présence de lymphocytes dans les tumeurs, puisque ça, on sait que c'est associé, surtout pour les triples négatifs, à un très bon pronostic. On va dire si la tumeur est bien enlevée complètement, puis on va donner les récepteurs aux oestrogènes, le statut de RBB2 ou HER2, et on donne dans la plupart des cas le Ki67, qui est en fait la prolifération autrement que par l'index mitotique. Voilà, suivante. Alors, les signatures transcriptomiques. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit, il y a des grades 2. Ah, quand il y a 3 classes, les collègues cliniciens, ils sont toujours embarrassés. Voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait? Grade 3, on va donner de la chimiothérapie. Ça, c'est sûr, faut se battre, faut y aller. Il n'y a pas de problème. Grade 1,
pas de problème, c'est hormonothérapie quand il y a une expression des récepteurs aux oestrogènes. Mais quand c'est grade 2, là, les cliniciens, ils n'aiment pas ça, les grades 2. Il faut trancher, quoi. Il faut trouver une solution. Donc, on regarde l'index mitotique, le KI67. On utilise des outils. Alors, je ne sais pas si on l'a laissé, la diapo suivante. Peut-être diapo suivante. Ouais, voilà. On utilise des outils qui ont été fabriqués par les Anglais. Vous savez, les Anglais, ils sont très pragmatiques. Et donc là, on rentre plein d'infos pour essayer de voir le bénéfice calculé de la chimiothérapie et de l'hormonothérapie et de voir si ça vaut la peine de donner ce traitement. Donc, voyons, on rentre l'âge, le statut ménopausé ou pas, les récepteurs aux oestrogènes, le statut HER2, le KI67, la taille de la tumeur, le grade, le nombre de ganglions envahis. Donc, quasiment tous les éléments dont je vous ai parlé. C'est un espèce d'algorithme intelligent et qui va ensuite sortir une espèce d'estimation avec la tumeur et vraiment toutes les caractéristiques. Qu'est-ce qu'on a intérêt à faire? On donne ou non de la chimie. Alors, si on est dans plus de 3% ou plus de 5%, plus de 3% de bénéfices de la chimiothérapie, on va avoir en France le droit de faire une signature génomique. Donc, tout ça est un peu compliqué, mais en fait, il faut juste comprendre que les signatures génomiques, elles ont un prix de 1 700 € et que comme on a un très beau système de santé publique qu'on cherche à préserver, eh bien, on va essayer de faire en sorte que les indications soient les plus utiles possibles. Et que, parce que qui dit l'enveloppe de financement de ces tests, il faut bien comprendre qu'il n'y en a qu'une qui permet de financer les tests transcriptomiques pronostiques des cancers du sein, mais aussi toutes les marqueurs comme BRCA1, PIK3CA, etc. Donc, c'est une même enveloppe. Donc, quand je dis le prix de 1 700 €, c'est le prix le plus cher. Heureusement, il y a des signatures qui commencent à avoir des prix moins chers, mais en tout cas, on a un vrai sujet avec les sous, là, parce que c'est une même enveloppe qui nous sert à faire tous les tests moléculaires. Donc, c'est important que vous, les patients, sachiez. Je me permets de vous couper, Anne, sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'est d'abord un combat spécifique et je pense que les associations de patients, et je crois que c'est important ce soir justement de bien comprendre les enjeux qui sont là pour comprendre pourquoi il y aurait besoin de peut-être faciliter l'accès à ces tests-là. Mais par contre, en fait, le temps file beaucoup et il faut qu'on puisse avancer un peu. Donc, en fait, à la limite, Oriane, je ne sais pas ce que tu en penses, on peut peut-être s'arrêter là. S'arrêter là pour l'instant et revenir sur des questions. Je pense qu'en tout cas, on a une vision très claire et merci beaucoup de comment on s'y prend pour les prélèvements dans le sein et puis tout le parcours de la biopsie avec l'exemple dans le sein, mais on voit bien qu'il y a le même type de logique certainement dans les autres prélèvements, dans les autres organes. Voilà, donc du coup, Oriane, je te laisse reprendre. On est désolé de voir… Mais je vous en prie, oh là là, je suis très bavarde. Quand on voit le nombre de questions et le nombre de questions qui nous avaient été remontées, je crois qu'il va falloir qu'on fasse… On fera une autre conférence. Sur les biopsies. Alors, moi, j'ai eu des questions sur le chat, des questions sur mon portable, des gens qui ont mon numéro de portable. Maintenant, ils me demandent qu'est-ce que theranostic. Comme je connaissais vos slides, je disais le docteur Vincent Salomon va y répondre, mais comme on vous coupe, qu'est-ce que veut dire le mot theranostic, s'il vous plaît? Alors, en fait, le theranostic, c'est la mise en évidence d'un marqueur comme HER2, comme les récepteurs aux oestrogènes, qui est la cible d'un traitement. Mais ça peut être BRAF dans les mélanomes, KRAS, bon, c'est pas tout à fait aussi direct, mais disons, la mise en évidence d'un marqueur, oui, c'est ce que j'ai dit, HER2, la présence d'un marqueur cible d'un traitement. Voilà. Theranostic, c'est un mot valise. Il faut comprendre, c'est un mot valise qui associe thérapeutique et diagnostic. Ou éventuellement pronostic selon l'acception qu'on veut lui donner. Et en fait, c'est une construction, c'est un néologisme, mais qui est devenu un terme qu'on commence à employer de manière assez routinière pour dire on va associer des éléments de diagnostic, donc on va construire des éléments de diagnostic comme vous l'a très bien expliqué Anne, mais avec l'arrière-pensée d'en faire quelque chose d'utile pour la décision thérapeutique ou pour l'évaluation de la gravité d'une maladie. Donc ça associe toujours ces deux éléments
qui sont finalement ce qu'est la médecine. Autrement dit, à quoi avons-nous affaire, ces diagnostics, et qu'est-ce qu'on va faire en face, c'est la thérapeutique. Docteur Coutu, moi j'ai une question parce qu'au début de la soirée, de cette conférence, on a parlé entre autres aussi des biopsies liquides qui pouvaient être faites dans d'autres pathologies. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le cancer du sein et plus généralement, on va dire au-delà finalement de la biopsie, du diagnostic, de la caractérisation qu'on vient de voir avec le docteur Salomon, comment vous, en tant qu'oncologue, vous pouvez utiliser aussi les biopsies qui peuvent être faites donc plus tard dans les métastases ou peut-être avec certaines biopsies liquides pour, on va dire, justement accompagner le plus précisément possible les patientes. Alors, si on parle que de la biopsie liquide, et j'avais une ou deux diapos sur le sujet, mais Oui, pour répondre précisément à cette question, qu'est-ce qu'on appelle biopsie liquide? Biopsie, ça veut dire, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, prélever quelque chose qui va représenter la tumeur. Liquide, ça veut dire qu'on va le faire dans le sang, ou dans un liquide biologique, on pourra le faire dans les urines, par exemple, ou dans d'autres liquides biologiques, donc qui est différent de ce qu'on vient de voir en détail, c'est-à-dire le prélèvement tissulaire, l'inclusion dans la paraffine, la coupe, la coloration. En fait, les tumeurs libèrent dans le sang et dans le principal liquide du corps humain un certain nombre d'éléments qu'on peut maintenant détecter. Il y a deux grandes catégories qui sont les cellules tumorales, où ça a été montré dans beaucoup d'organes, le sein, le côlon et d'autres, où les cellules tumorales qui circulent dans le sang peuvent exister, ont un intérêt aujourd'hui qui est essentiellement un intérêt de recherche, pas tellement un intérêt de diagnostic ou de traitement. L'autre élément qui est probablement plus important et qui commence à être utilisé en routine et précisément dans une option theranostique, c'est la détection d'ADN qui peut se retrouver circulant dans le sang. Je m'explique. Nos cellules meurent, ça c'est la vie, c'est normal, nos tissus se renouvellent. Et en se renouvelant, libèrent dans la circulation sanguine des débris cellulaires variés. Et parmi ces débris cellulaires, il se trouve qu'il y a de l'ADN. Donc on fait une prise de sang à tout le monde, on trouvera chez tout le monde de l'ADN circulant dans le sang, ce qu'on appelle l'ADN libre circulant. Au sein de cet ADN, mais cet ADN est normal, puisqu'il est libéré par des cellules normales qui sont juste mortes parce que c'était la fin de leur cycle biologique. Les cancers meurent aussi en partie, pas assez, c'est bien, sinon on ne serait pas là ce soir. Et les cellules tumorales libèrent aussi leur ADN, mais qui est à ce moment-là un ADN qui n'est pas normal, qui est pathologique, et donc qui contient les fameuses fautes d'orthographe dont Anne parlait tout à l'heure, parfois des anomalies quantitatives également qu'on peut commencer à diagnostiquer, et depuis quelques années, des techniques à la fois de détection et de caractérisation de cet ADN tumoral, et donc finalement, c'est ça la biopsie liquide. J'ai un bout de tumeur qui est de l'ADN que je capture dans un liquide et je vais en faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est ce quelque chose? Ça peut être parfois des éléments du diagnostic et on peut être amené, peut-être pas encore tout à fait maintenant, mais il y a des modèles, notamment dans les maladies hématologiques malignes, où simplement le suivi sanguin permet de quantifier la maladie résiduelle, de quantifier la réponse au traitement, de détecter précocement les rechutes. C'est moins évident dans les cancers solides, mais ça commence à arriver. Et surtout, on a moyen maintenant de détecter des mutations, donc les fautes d'orthographe, les anomalies de certains gènes, qui peuvent nous permettre d'avoir une application theranostique, c'est-à-dire je détecte une mutation dans un gène au hasard PIK3CA, peu importe les noms savants, ce n'est pas le plus important, l'idée c'est de comprendre le principe. Et quand je détecte cette anomalie, nous disposons maintenant de traitements qu'on peut donner rien que sur la foi d'une prise de sang chez une patiente qui a atteint d'un cancer du sein avec cette anomalie détectée dans le sang. Et c'est pratiquement maintenant une activité de routine. Merci beaucoup. Professeur Pujol, si vous m'entendez, j'ai une question pour vous. On entend beaucoup parler de biomarqueurs, de signatures, etc. Est-ce que vous pourriez nous redifférencier ces deux éléments? Qu'est-ce qui est biomarqueur et qu'est-ce qu'on appelle signature? Pour bien nous clarifier les choses. Je vais essayer d'être aussi très bref, pédagogique que Paul. En gros, le disque dur, c'est l'ADN, c'est tout ce dont vient de parler.
sur la génétique, il y a des anomalies souvent qualitatives et parfois quantitatives, comme l'a décrit Anne, il y a plusieurs gènes qui se baladent et ce n'est pas normal. À côté de ça, il y a des choses un peu plus fines qui sont plus le disque dur, mais ce qu'on appelle le produit d'expression. Ça peut être la protéine ou l'ARN. Et ça permet d'avoir une vision un peu différente, plutôt de type photographie. C'est l'image d'une cellule. Mais cette image nous renseigne sur des choses assez générales, mais très importantes, comme l'agressivité, la non-agressivité. C'est deux notions assez différentes parce que, par exemple, une notion d'agressivité va pousser l'oncologue à être plus maximaliste sur le traitement. Au contraire, si l'image est celle de quelque chose de non-agressif, peut-être qu'on lèvera le pied sur les thérapeutiques. Donc, c'est ça la différence entre génétique et génomique. Enfin, il y a d'autres choses un peu plus biologiques, mais en gros, voilà, les signatures, c'est une photo, non plus du disque dur, mais de cette cellule, de ce qu'elle exprime. Et ça contient aussi des informations très intéressantes sur le devenir et le potentiel agressif de la tumeur. Voilà. Merci beaucoup. Docteur de Bièvre, et je voyais tout à l'heure passer une question quand le professeur Pujol parlait de l'accès à tous ces tests génétiques, génomiques, etc. Vous qui exercez en hôpital général, y a-t-il une différence ou un maillage territorial suffisant qui fait que tous les patients peuvent avoir accès à ces tests? Je dirais oui. En théorie, aux quatre coins de la France, on a accès à ces techniques de biologie moléculaire et donc qui permettent effectivement de faire de la thérapeutique et de faire du traitement personnalisé. Et quel que soit l'endroit où on est pris en charge, il n'y a à l'heure actuelle pas de raison de ne pas avoir accès. Après, c'est le délai qui parfois peut être plus ou moins long en fonction des circuits que l'on a pour avoir un diagnostic. Mais c'est vrai que parfois, le docteur Salomon a raison, il faut peut-être parfois savoir attendre et avoir un diagnostic précis pour adapter le traitement et ne pas être toujours trop pressé. Parfois, effectivement, aller trop vite, c'est aller à l'encontre du bien du patient. Même si nous aussi, cliniciens, je suis le premier à pousser nos anatomopathologistes, nos biologistes moléculaires à aller plus vite, effectivement, dans le rendu des résultats pour le bien de nos patients. Mais il faut parfois savoir attendre. Mais oui, normalement, aux quatre coins de la France, les patients ont accès à ces techniques. Alors moi, j'ai une question pour vous, docteur de Bièvre aussi. C'est finalement dans le cancer du poumon, on n'a pas le temps malheureusement de rentrer ce soir dans les détails, mais il y a énormément de développement, de nouvelles voies, de nouvelles mutations, plein de lignes. Et on nous a posé la question, mais finalement, est-ce que dans toute cette complexité, l'intelligence artificielle pourrait venir, aider? Alors, est-ce que c'est l'anapathe ou le clinicien ou le généticien ou tout le monde? Quel est votre moi, je suis en plein dedans. Plein dedans. Mais c'est... Attendez, j'augmenterai. Mais c'est encore de la... On est en pleine recherche, donc c'est pas encore ready en prime time. Mais on est en plein dedans, oui. Oui, puis c'est déjà là aussi, Anne, parce qu'il est inconcevable aujourd'hui d'examiner, de faire une analyse génétique sans l'appui de l'intelligence artificielle. Oui, tu as raison. Quand on fait une séquence, on a plusieurs milliers de variations, il faut les trier. Mais ce que veut dire Anne, et c'est vraiment la prochaine étape, à mon avis, de l'intelligence artificielle, d'aider vraiment la concertation pluridisciplinaire, ce qu'on appelle entre les échanges qu'on a aujourd'hui entre généticiens, on le voit, l'oncologue, sont super importants. Et vous imaginez que derrière, on va avoir des discussions, non seulement sur les variants génétiques, mais comment on peut les actionner dans l'absolu et comment on peut les actionner dans la vraie vie. C'est-à-dire que Paul
c'est très bien que vous disiez que tel ou tel patient qui aura une histoire particulière échappée à telle ou telle thérapeutique, il ne sera pas forcément un bon candidat pour ce qu'on pourrait voir. Donc, il faut beaucoup d'intelligence là-dedans. Et l'intelligence artificielle sera certainement là pour intégrer la complexité, effectivement, qui arrive. Voilà. Simplement, elle est déjà là pour des analyses, le tri des analyses génétiques, mais elle sera certainement là pour nous aider encore plus avant dans la décision et le choix. Alors, merci beaucoup. En fait, ça avance très vite dans ce domaine-là et on ira encore plus loin. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le cancer, il n'est pas uniforme, il n'est pas homogène. Il y a une inhomogénéité dans la masse tumorale et il y a une cinétique qui fait que d'un moment à l'autre, effectivement, il faut adapter le traitement. Et là, l'intelligence artificielle sera probablement très utile. Professeur Lierre, vous, dans les cancers colorectaux, est-ce que, un peu en conclusion, parce que malheureusement, on manque de temps, donc on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on aurait voulu, mais malgré tout, est-ce que vous pouvez nous dire justement comment ça bouge, puisque là aussi, dans ces cancers, on entend de plus en plus parler d'analyse, de sous-groupes, de groupes qui peuvent avoir des thérapies ciblées peut-être, d'autres plutôt de l'immunothérapie. Donc, quel est votre message? Alors, nous, les altérations moléculaires, elles sont beaucoup moins nombreuses que dans d'autres types histologiques finalement. Dans le cancer colorectal, c'est probablement là qu'on a le plus de choses pour l'instant utilisables, mais ça reste malgré tout limité. Donc aujourd'hui, ce qui fait le buzz, c'est effectivement l'instabilité des microsatellites comme facteur prédictif de réponse à l'immunothérapie, mais il faut savoir que ça représente simplement 5% de l'ensemble des cancers colorectaux métastatiques. Bon, par contre, il ne faut pas les rater. Ça concerne aussi d'autres tumeurs digestives, cancer de l'estomac par exemple, avec la difficulté que aujourd'hui nous n'avons pas l'autorisation de mise sur le marché. Donc on a des arguments, notamment un essai en première ligne qui fait que on a des arguments à donner à nos pharmaciens pour pouvoir le donner à nos patients, mais on va essayer, tant faire se peut, plutôt d'orienter les patients vers des essais thérapeutiques. Après, ça va être plutôt des mutations finalement de résistance, les mutations des gènes RAS qu'on va retrouver dans un peu plus de 50% des cancers colorectaux. Donc, ce qu'on aimerait plutôt, c'est avoir finalement des altérations qui nous indiquent l'accès à une thérapie ciblée plutôt que ça nous barre l'accès. Et en l'occurrence, donc les mutations de RAS, c'est plutôt ça. Si on a cette mutation, malheureusement, on peut pas être candidat à un anticorps anti-EGFR. Et globalement, et après, si on a quand même les mutations de BRAF qui sont présentes dans environ 7-8% des cancers colorectaux métastatiques, qui vont nous permettre d'accéder à une thérapie ciblée à base d'inhibiteurs de BRAF. Voilà pour vraiment l'essentiel de la pratique au quotidien. Après, il y a d'autres altérations qui sont beaucoup plus rares et pour lesquelles des thérapies ciblées existent, ont montré un certain intérêt dans des essais, mais avec des données qui restent encore à confirmer, on va dire. Donc, je pense à justement l'amplification l'hyperexpression d'HER2 dans les cancers colorectaux. Ça représente moins de 5% des cancers colorectaux. Des mutations extrêmement rares des gènes NTRK, 1-2% des cancers colorectaux. Donc, on saucissonne de plus en plus, mais beaucoup moins dans les autres cancers, malheureusement. Finalement, une des tumeurs digestives où il y a eu plus de développement et de surprise finalement en termes de biologie moléculaire avec des accès de thérapie ciblée, c'est finalement les tumeurs relativement rares qui sont les tumeurs des voies biliaires, les cholangiocarcinomes, qui sont des tumeurs rares et pour lesquelles on avait peu de traitements finalement en situation avancée et pour lesquelles on se rend compte maintenant au travers de
de grandes études de profilage moléculaire sur différents types tumoraux, que ça fait partie des tumeurs pour lesquelles on identifie des cibles thérapeutiques finalement de façon les plus fréquentes au sein des tumeurs digestives. Mais malheureusement, ça concerne pas forcément beaucoup de patients, donc on aimerait avoir vraiment des progressions en termes d'identification de cibles plutôt dans des tumeurs très fréquentes comme les cancers colorectaux. Merci beaucoup. En fait, on n'aura pas le temps malheureusement de poser toutes les questions qui sont montées dans le fil et qu'on avait préparées, mais j'ai quand même envie de vous en poser une plus largement. C'est finalement, il y a un peu deux choses. Il y a bien comprendre ma biopsie. C'est quoi ma maladie? Et du coup, pourquoi vous allez me proposer tel ou tel type de parcours de traitement? Et puis, on voit bien à différents moments l'intérêt de rebiopsier ou de poursuivre ou de comparer d'ailleurs les résultats d'une métastase qui peuvent être différentes du cancer primitif ou autre, ce qui explique parfois des changements de thérapeutique. Et finalement, en préparant cette conférence et en échangeant avec d'autres patients dits experts, on se disait, mais est-ce qu'on pourrait co-construire, j'allais dire, des trames de résultats d'anapathes qu'on pourrait comprendre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste quand même un peu un chinois. Quand on vous écoute, quand même, bon, c'est pas très, très simple à suivre. Et finalement, l'idée serait de se dire quels sont les messages clés que finalement tout patient pourrait avoir donc, dans son compte-rendu d'anapathe, mais avec finalement des clés de compréhension, puisque là encore, on est au début des parcours, donc c'est quand même assez difficile. Et puis peut-être, et on en parlera à notre prochaine webconférence sur les thérapies ciblées, repositionner tout ce qu'on peut apprendre à différents moments de la maladie, plutôt dans cette vision donc d'un traitement, donc la vision theranostique des analyses, et d'avoir peut-être d'autres supports qui pourraient aider à la compréhension de tout ce monde qui bouge à toute vitesse et qui est quand même très compliqué. Par exemple, docteur Cotu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans votre pratique, vous pensez que ce serait utile pour vos patientes? Je vais vous dire comment je fais en pratique, en fait. Moi, je ne suis pas pathologiste, mais finalement, je suis comme les patients, avec une petite différence, c'est que j'ai vaguement fait des études sur le sujet. Mais j'appelle Anne Salomon et je lui dis, maintenant, j'ai rien compris, explique-moi ce que c'est ce truc-là, de manière à ce que je puisse à mon tour l'expliquer aux patients. Néanmoins, je pense que trouver un langage plus simple, peut-être, néanmoins, rien ne remplacera jamais l'entretien en tête-à-tête et la translation en langage courant d'un langage technique qui reste nécessaire pour rester professionnel. Je pense que ce que Anne vous a montré, et ce que tous vous ont montré ce soir, c'est que cette question de biopsie et d'analyse des prélèvements est un métier à part entière, qui est une spécialité médicale, qui est notre soutien et en cancérologie, le pilier essentiel sur lequel nous nous appuyons au quotidien et pluriquotidiennement. Et donc, il faut malgré tout que ça reste professionnel. Alors, pour transmettre ça en langage courant, et vous savez que dans les congrès, on commence maintenant à faire des publications en deux langages, un langage scientifique et un langage courant, si vous voulez, le plain language, comme on dit en anglais. En fait, ce que je fais en consultation, j'explique aux patients, en gros, vous avez un cancer, très bien, c'est pas marrant, mais on va s'en occuper. Et on doit répondre à deux questions. La première, c'est est-ce que votre cancer est gros ou petit? Et ça, c'est plutôt l'imagerie, la clinique qui vont nous le dire. Et la deuxième, c'est est-ce que votre cancer est gentil ou méchant? Très schématiquement, bien sûr. Et ça, c'est Anne Salomon qui va me le dire. Peut-être un peu de biopsie liquide à côté, etc., des techniques complémentaires, mais le cœur de l'affaire, le cœur du réacteur, c'est quand même la neuropathologie. Donc, si on arrive à trouver le moyen, je n'ai pas la réponse maintenant, mais je pense que finalement, l'esprit, c'est ça. C'est faire comprendre qu'il y a des aspects anatomiques de volume tumoral qui sont essentiels à la compréhension de la maladie et à sa prise en charge, et qu'il y a des aspects de caractérisation histopathologique et de caractérisation biologique et moléculaire qui sont tout aussi essentiels. Et qu'on marche avec ces deux pieds-là, il faudra trouver, mais ça c'est un travail collectif, on ne peut pas inventer les mots, il faudra qu'on les trouve ensemble. Sûrement, on peut imaginer un jour faire des comptes rendus, et ce que je dis là s'applique aussi à l'imagerie, par exemple. Un compte rendu de scanner ou d'IRM, c'est compliqué à lire et à comprendre. On peut imaginer faire ça, c'est un travail assez titanesque, puisqu'il faudra le décliner dans toutes les localisations, dans toutes les situations, etc., mais qui ne tente rien à rien.
Merci beaucoup. Je vais devoir libérer les intervenants avant qu'ils refusent de revenir à nos prochaines webconférences. Je vois l'engouement et une fois de plus, on a été très ambitieuse en mettant en place cette webconférence parce qu'il y a énormément de questions. Merci pour votre dernière réponse, Dr Cotu. On a bien compris que même si ce soir, on avait un oncogénéticien, un anapathe, des cliniciens, c'était toujours des décisions pluridisciplinaires. On n'a pas évoqué la RCP, mais voilà, la décision est toujours prise en concertation avec différents professionnels et ça, c'est vraiment fondamental pour que la prise en charge soit optimale. Merci infiniment aux orateurs d'avoir été parmi nous. Désolée aux auditeurs à qui on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais du coup, ça nous donne de belles perspectives pour 2021. Et rendez-vous le 15 décembre, donc pour mieux comprendre les thérapies ciblées. Très bonne soirée à tous et à toutes. Merci Oriane, merci de votre invitation. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.